Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. L'intelligence artificielle, les ondes électromagnétiques et même la vaccination, certains sujets scientifiques se transforment en controverses dans l'espace public. Sur les réseaux sociaux et dans certains médias, les arguments que nous pouvons entendre ou lire mélangent alors connaissances scientifiques, valeurs divergentes et aussi croyances et craintes, avec souvent une once de désinformation. Si encourager le débat sur toutes les questions est sain dans une société démocratique comme la nôtre, comment peut-on contribuer à enrichir cette discussion? Est-il possible d'enseigner à tout le monde, adultes et enfants, des techniques pour évaluer, valider les informations scientifiques? La vérification des faits, c'est quelque chose auquel on croit à l'agence Science Presse, avec notamment le détecteur de rumeurs. Dans le milieu académique, il y a eu récemment le lancement d'un cycle de conférences sur l'éducation citoyenne aux controverses socio-techniques, qui se poursuit d'ailleurs actuellement. Pour en parler, nous sommes en compagnie de François Claveau, titulaire de la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique de l'Université de Sherbrooke, qui va nous expliquer ce que c'est. Et c'est l'un des organisateurs de ce cycle de conférences. Bonjour. Bonjour madame, merci de l'invitation. Pourquoi est-ce que c'est important en 2018 de parler de controverses socio-technologiques ou socio-techniques plutôt avec les citoyens? Oui, donc controverses socio-techniques, socio-technologiques ou socio-scientifiques aussi, c'est important parce que il y en a beaucoup, un, et deux, il est loin d'être évident que comment les débats se déroulent aujourd'hui soient raisonnables ou qui pourraient pas être améliorés. Oui, c'est sûr. Il pourrait être amélioré. C'est quoi, pour les auditeurs et même pour moi, c'est quoi l'épistémologie pratique? Donc, l'épistémologie en philosophie, donc c'est la branche de philosophie qui s'intéresse à la connaissance. Mm-hmm. Donc là, ici, pratique, c'est qu'on s'intéresse donc à la connaissance dans nos activités de la vie quotidienne, mais aussi en société. Donc, par exemple, ma chaire s'intéresse à des organisations qui prétendent donner des connaissances surtout sur des sujets socio-économiques. Avec un œil critique, c'est ça? Avec un œil critique, mais aussi, il faut pas tomber dans le scepticisme à outrance. Qu'est-ce que c'est une controverse socio-technique pour vous? Donc, une controverse, premièrement, il faut qu'il y ait des accords, et deuxièmement, il faut qu'il y ait débat. Donc ça c'est pour la controverse. Et ensuite socio-technique, mais on peut en fait on mélange deux termes, donc social et technique ou disons scientifique. Donc d'un côté il y a des controverses qui on pourrait dire sont purement scientifiques, qui se font donc parmi des spécialistes du domaine, et là la personne qui est pas spécialiste s'en fiche un peu. Donc par exemple la controverse autour de la théorie des cordes en physique fondamentale. Pointu. Donc c'est très pointu, et si vous n'êtes pas un spécialiste, ça peut vous intéresser, donc juste au sens que l'humain peut s'émerveiller de plein de choses, mais comme il n'y a pas trop de répercussions sur votre vie puis sur la société, ça reste dans le domaine scientifique surtout. D'un autre côté, il y a des controverses qui seraient purement sociales, donc qui mettraient surtout en jeu des valeurs et notre compréhension divergente de ce qui est la bonne société ou la société juste. Donc ici, on peut penser, disons, à les controverses sur l'avortement, donc sur l'interruption volontaire de grossesse. Donc on sait, il y a certains dangers, c'est bien documenté, mais c'est surtout avec l'opposition ou les gens qui sont pro-choix, c'est surtout sur une question de valeur. Est-ce que la femme contrôle son corps? Est-ce qu'il y a une valeur à la vie humaine qui fait qu'un fœtus pourrait pas être arrêté de croissance de façon volontaire par la mère? Donc ça, c'est un sujet c'est une controverse qui existe, qui est très importante depuis très longtemps, mais qui est plutôt du domaine social. Et là, les controverses socio-techniques ou socio-scientifiques mélangent les deux. Donc, d'un côté, on a des arguments qui sont plus proches de nos valeurs, donc ce qu'on veut pour la société, mais aussi on mélange des arguments sur les faits. Donc, on va chercher des experts pour étayer notre compréhension des faits, donc des risques aussi. Oui, parce qu'on parle d'avancées technologiques, et donc on a besoin de décrypter un petit peu tout ça. Donc, est-ce qu'on peut parler de tout et tout remettre en question? Par exemple, la Terre est plate.
Non. Est-ce que ça rentre dans le genre de, justement pour le cycle de conférences, de débat que vous voulez susciter, de débat que vous voulez? Donc le cycle de conférences se comprend pas tant comme à prendre une controverse en tant que telle et à voir quelle est la position raisonnable là-dessus. Ça naît plutôt de notre inquiétude, donc par rapport à les outils que nous avons comme citoyens, mais aussi comme collectivité, pour faire ces débats-là de façon raisonnable. Donc, dans le cas, par exemple, donc de la Terre est plate, bon, il y a une frange infime de la population là, qui y croit. Mais c'est pas le sujet le plus criant de l'heure. Donc, récemment, disons, la controverse sur les oléoducs. Donc, est-ce qu'on veut construire des nouveaux oléoducs? Quels sont les dangers liés à ça? Les controverses sur les pesticides, le glyphosate, disons. Ça, c'est des controverses qui sont beaucoup plus criantes. Donc, c'est plutôt outiller les citoyens, mais en fait, outiller les éducateurs, donc les gens qui se disent qu'ils veulent enseigner des stratégies raisonnables aux citoyens, mais aussi aux jeunes. C'est eux qu'on veut outiller. Donc, je collabore, en fait. Donc, le cycle de conférence est co-organisé avec un chercheur au doctorat en éducation. Et c'est en discutant avec César Santos, qui est donc ce collaborateur-là, donc on s'est rendu compte qu'on avait cet intérêt commun et on s'est dit, c'est loin d'être clair, en fait, quelle stratégie les éducateurs et les éducatrices doivent enseigner. Faisons un cycle de conférence, faisons venir des spécialistes de la question de divers horizons pour discuter ensemble de ces stratégies possibles. Oui, parce que le cycle de conférence est organisé aussi en collaboration avec le Centre de recherche interuniversitaire sur la science et la technologie, et le Centre de recherche en éthique et le Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences. Donc, il y a un volet formation informelle. Que cherchez-vous à enseigner finalement aux participants? Donc il y a un certain niveau donc enseignement à la pédagogie. Donc l'idée c'est de venir avec des stratégies. Donc par exemple comment réfléchir à l'expertise citoyenne. Donc on a une idée donc simpliste de comment se font des controverses socio-techniques, qui serait que d'un côté la réponse scientifique viendrait de spécialistes bardés de diplômes et de l'autre donc les citoyens y mettraient leurs valeurs et on brasse la soupe et ça nous donne la réponse. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des citoyens qui sont très bien éduqués, qui ont beaucoup de ressources et qui peuvent en fait contribuer aussi au niveau technique à réfléchir à des enjeux sérieux, mais aussi on a bien sûr des citoyens qui croient pouvoir contribuer au volet technique, mais qui sont plutôt donc motivés par des craintes ou par des espoirs, ça peut aller dans les deux sens. Donc là ici, donc c'est un enjeu, donc l'expertise citoyenne, quelle place y faire. Et là, ce qu'on veut, c'est donc avec nos spécialistes, comment on peut enseigner ça aux jeunes. Donc, un étudiant ou un élève du secondaire, comment on peut lui parler qu'il peut, lui, comme citoyen, donc peut-être tout de suite ou quand il sera adulte, contribuer à des choses qui sont à la base, à l'extérieur de son champ de spécialisation. Et donc, à quel point il doit s'informer pour devenir quelqu'un qui peut vraiment fournir des réponses aux questions des faits sur la controverse. Mais ce que vous faites, est-ce que c'est promouvoir aussi l'éducation scientifique ou du moins s'intéresser à savoir comment se construit la science? Bien sûr. Bien sûr. Donc, les informations, c'est ça, parce que les informations sont de plus en plus disponibles. Les nouvelles s'échangent très vite sur les réseaux sociaux, notamment. Est-ce que vous apprenez aussi à parer certains dérapages vers l'idéologie ou la fausse croyance? Donc, oui, ce matin, nous recevions Félix Maltais, donc le fondateur des Brouillards, et Marc-Antoine Dillac, qui est professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Les deux collaborent présentement, donc à une nouvelle rubrique dans la revue Les Débrouillards et le petit frère des Débrouillards qui s'appelle Les Explorateurs, comment mélanger philo et éducation à la science, donc la mission des Débrouillards. Et donc ici, c'est un bon cas. Donc les Débrouillards, donc moi-même, j'étais un peu formé, mon éducation scientifique de base. Un ancien des petits débrouillards. Des petits débrouillards.
donc ici, donc c'est une formation à comment fonctionne la science. Donc aussi pas une version totalement idéalisée de la science qui toucherait au vrai instantanément. Donc montrer qu'il y a un processus d'essai et d'erreur dans la science, que le débat raisonné à l'intérieur de la science est très important. Donc c'est quelque chose que les débrouillards font. Puis là maintenant, c'est de dire comment on peut, en se focalisant sur la question des controverses, qui mélangent science et valeurs et craintes et espoirs et ainsi de suite, comment on peut mieux outiller les jeunes à travers, par exemple, les débrouillards, mais aussi à travers les cours de sciences au secondaire, disons. Oui, à réfléchir là-dessus. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Est-ce que la vraie question, c'est pas qui croire? Comment parvenez-vous, vous, à discriminer les bons interlocuteurs? Moi, donc j'organise en partie le cycle de conférences parce que comme la majorité des philosophes, j'aime poser des questions et mes réponses sont toujours inconfortables avec celles-là. Donc qui croire? Donc donc je pense qu'effectivement c'est une façon de poser la question pour prendre position. Donc le terme technique que le ministère de l'Éducation utilise, c'est la construction d'opinion. Donc la démarche de construction d'opinion. Et c'est en fait dans le programme du ministère. Donc on s'insère aussi, si vous voulez, dans le programme du ministère. Donc la démarche de construction d'opinion, en partie, c'est à qui faire confiance. Mais ça, donc à qui faire confiance, c'est les autres, mais aussi c'est aussi soi-même. Quand se faire confiance, parce que bien entendu, je me construis mon opinion aussi en mélangeant mes expériences personnelles, ainsi de suite, mes lectures. Et à un certain moment, je dois me demander, est-ce que là, je suis assez assuré? Est-ce que j'ai assez fait une recension de la littérature ou j'ai écouté les bonnes sources pour me croire moi-même? Donc c'est les deux éléments. Et notre société il y a des choses bien faites dans notre société. Donc on a construit des marqueurs d'idée de confiance. Désolé, j'ai le terme anglais, mais donc on a des marqueurs d'expertise, disons, appelés comme ça. Oui. Donc les diplômes, la reconnaissance par les pairs, ainsi de suite. Donc on sait que ces marqueurs-là ont une certaine fiabilité. Donc si quelqu'un vient me parler donc des risques sur la vaccination, mais que c'est un astrophysicien, là je me dis il y a un décalage entre sa véritable spécialisation, parce que tout le monde est spécialisé. Il y a personne qui peut parler de toutes les controverses comme un spécialiste. Donc sa véritable spécialisation et le sujet en question. Donc ça c'est une possibilité. Et je crois que dans n'importe quelle éducation aux controverses socio-techniques, il faut qu'on mette l'accent sur le fait que la science est un processus social bien fait. Ce processus est organisé pour discriminer de façon non parfaite, mais quand même de façon assez efficace entre les charlatans et les scientifiques qui peuvent avoir une prétention à connaître bien assise là, sur le sujet. Donc ça c'est un élément. Donc les marqueurs d'expertise à l'intérieur de la science. Mais encore, l'exemple des experts citoyens. Oui, que vous donniez tout à l'heure. Ouais. Donc, ça sort donc de ces marqueurs usuels et comment donc évaluer ces autres types d'experts. Quand on pense justement à ces experts de terrain, on pense souvent aux problèmes liés à l'environnement. Ça a été le sujet de votre première conférence avec la professeure Chantal Pouliot de l'Université Laval, qui a tracé le portrait de deux controverses environnementales et sanitaires. Je pense qu'au développement dans la ville de Québec, le cas des poussières métalliques qui se déposent dans certains quartiers, le problème de contaminants relâchés par une usine de peinture, là. Parlez-nous un petit peu de cette première conférence, comment ça s'est passé et est-ce que ça a suscité justement plein de questions, je suppose? Bien sûr. Ouais, donc professeur Pouliot suit en fait ces deux controverses-là où c'est aussi un mouvement social. Donc il y a des citoyens qui documentent les polluants et c'est des très beaux cas à Québec parce que justement ces citoyens-là doivent à travers le temps, asseoir leur crédibilité. Et donc, en fait, je vous invite à la réécouter. En fait, c'est disponible sur le site web. De la Chaire. Hein? Exact, sur le site de la Chaire. Donc, les questions que ça pose, c'est un peu, j'ai déjà mentionné, mais c'est donc très bien. Donc, on peut
considérer que certaines de ces personnes-là ont développé une spécialité, donc vraiment à échantillonner des poussières, disons, à aller les faire tester et donc à faire ça à travers le temps, donc à amasser en fait une espèce de base de données sur les polluants qui auraient été non accessibles sinon. Donc ça, c'est des cas qui sont très intéressants, qui contribuent donc au débat. Mais dans quel cas ces citoyens-là, donc les citoyens qui se revendiquent comme experts, sont-ils plutôt crédibles ou sont-ils non crédibles quand est-ce qu'on devrait pas leur faire confiance, donc la question de qui croire, et là il y a des cas, donc le cas de la Terre plate peut-être, mais disons le cas des en environnement peut-être. Ouais, donc mais j'ai le terme chemtrails, donc les avions qui envoient la fameuse fumée, et là que supposément cette fumée là était là pour tout nous intoxiquer. Donc ces cas-là, donc après coup on dit bon c'est pas vraiment, on n'aurait pas dû, on devrait pas croire à ça, mais quand le débat est chaud, c'est très difficile en fait, donc de discriminer. Et bien entendu, les stratégies ne peuvent pas non plus être parfaites. Donc, non, c'est sûr, mais ces citoyens-là qui vivent dans un milieu, peut-être c'est les premiers indicateurs au changement d'environnement. Donc, même si pour argumenter, ils doivent aller chercher justement une expertise scientifique qu'ils n'avaient pas au départ, ils sont quand même les premiers témoins de la situation. Donc, pourquoi ne pas les croire? Tout à fait. Non, ben, puis il y a des cas, donc un cas classique dans la littérature, c'est une étude de Brian Wine sur les éleveurs de moutons dans le nord de l'Angleterre. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ces éleveurs de moutons? Ce qui se passe, c'est donc après Tchernobyl, on découvre qu'il y a des traces de radioactivité sur leur territoire. Les experts évaluent ça et disent c'est dû à Tchernobyl, mais en fait c'est spécialistes de terrain, donc les bergers, voilà le terme que je cherchais. Donc les bergers savent très bien que tel changement d'environnement est dû à il y a beaucoup plus longtemps, et en fait on découvre à travers cette expertise de terrain là que il y a eu un autre accident nucléaire plus près, donc en Angleterre, qui est la cause de ces traces de radioactivité là. Et il y a plein de cas. Il y a un cas fort intéressant des surfeurs, donc les surfeurs qui sont devenus en fait des autorités sur la protection des berges, parce que après tout ils passent beaucoup de temps sur leur surf à regarder les berges, donc quand ils attendent la vague, ils peuvent aussi documenter l'érosion des berges, les problèmes de polluants sur les berges, ainsi de suite. Oui, ben il y a ça au Québec à propos justement des changements climatiques et de l'érosion des berges. Il y a aussi des chercheuses, mais il y a des citoyens qui documentent tout ça. Vous-même, vous êtes commis, vous avez donné une conférence sur les groupes de réflexion indépendants comme l'Institut Fraser. Le citoyen devrait-il se méfier de ces think tanks, là, de ces groupes-là? Ouais, donc ça c'est un de mes sujets, parce que moi je m'intéresse surtout donc à l'expertise socio-économique. Oui. Et les think tanks, donc les groupes indépendants de recherche sur les politiques publiques, sont des intervenants majeurs là, donc sur ces sujets-là. Ce qui est fascinant avec les think tanks, c'est que pas l'entièreté d'entre eux, mais certains annoncent explicitement, donc sur leur site, mais aussi dans n'importe quelle de leurs publications, leur positionnement. Donc, par indépendants, c'est ça. Ouais, ils sont indépendants au sens qu'ils sont pas ni liés à l'université, ni liés au gouvernement, mais ils ont une position sur l'échiquier politique au niveau idéologique. Donc, ils vont vous dire sur leur site, nous sommes pro-marché, nous faisons la promotion des mécanismes de marché, ou à l'inverse, parce qu'il y a les deux, nous sommes pour les interventions étatiques. Et là, on peut se demander, habituellement, les sources qu'on cherche devraient, donc lorsque quelque chose est faux, nous dire que c'est faux, et lorsque c'est vrai, nous dire que c'est vrai. Et dans ce cas-ci, s'ils sont campés, est-ce qu'ils sont capables de faire cette discrimination-là? Il reste donc, il y a cet enjeu-là le scepticisme doit être important ici, mais d'un autre côté, ils contribuent au débat, à savoir qu'ils creusent en fait leur côté de l'enjeu, et donc ils peuvent enrichir en fait en allant chercher des nouvelles données aussi, et en faisant des analyses pour argumenter. Mais d'un côté, bien entendu, on sait la conclusion, mais il reste que les arguments eux-mêmes, donc, il y a certaines conditions qui doivent être respectées, bien entendu, mais les arguments eux-mêmes peuvent être recevables. Et ici, donc la question de qui croire et la confiance qu'on a envers nous-mêmes, c'est très important, parce que un gros effet néfaste des think tanks, c'est en fait que les gens vont vers le think tank qui s'aligne avec leurs a priori.
Et en fait, les think tanks seraient peut-être beaucoup plus utiles socialement si individuellement, ou peut-être si on avait des mécanismes sociétaux qui nous poussent vers le think tank qui est pas aligné à nos a priori pour qu'on puisse voir en fait les contre-arguments. C'est le fameux outil de l'avocat du diable. Donc, si je veux avoir une opinion solide, donc bien raisonnable sur un sujet, il faut que je pars avec une certaine croyance là-dessus. Est-ce que je suis capable de concevoir les arguments contre ma croyance? En fait, les think tanks, donc le think tank qui est pas aligné avec ma position, les donne ces arguments. Donc, ils peuvent avoir un rôle intéressant à jouer. Donc, ça, vous voyez, c'est des pistes donc, d'éducation aux controverses sociotechniques. Est-ce que la solution, ça serait pas d'être sceptique, de développer ce scepticisme-là autour, face à tous les débats, les sujets un peu controversés ou non, peut-être même pas controversés au départ, mais pour justement développer notre argumentaire? Scepticisme, c'est une partie de la réponse, mais il faut qu'il soit bien dosé. Donc, le scepticisme tout court, ça mène à la suspension du jugement. Ah oui. Parce que dire c'est faux, dire c'est vrai, c'est prendre position des deux côtés. Donc le scepticisme, suspension du jugement, je ne sais pas, je suis agnostique. Mais l'agnosticisme, ça mène pas à des prises de décision parce qu'en décidant, on indique en fait c'est quoi notre croyance, c'est quoi notre opinion sur le sujet. Donc il faut qu'il soit bien dosé justement. En fait, il faut faire confiance dans la mesure où la source, nous-mêmes ou les autres, est digne de confiance. Et cette adéquation-là entre être digne de confiance, le degré auquel une source est digne de confiance et la confiance que je lui attribue qu'il faut doser. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de scepticisme bien dosé. Entendu. Mais je vous remercie beaucoup. C'était le temps qu'on avait. Donc, on était en compagnie de François Claveau, titulaire de la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique de l'Université de Sherbrooke. Donc, un des organisateurs du cycle de conférences. On mettra le lien. Je ne sais pas combien il en reste. Je pense qu'il en reste 2-3. Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir on aimerait bien, en fait, il y a comme un engouement et j'aimerais bien continuer une telle chose parce que, bien entendu, nous avons quelques intervenants très, très très intéressants. Donc, les 6 intervenants que nous avons sont très intéressants. Je vous invite à assister ou écouter les prochaines ou écouter en rediffusion. Mais il y a clairement plein d'autres personnes qui ont des choses à contribuer à ce sujet. À raconter. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Bonjour, aujourd'hui on a une chronique avec Pascal Lapointe, le rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Bonjour. Bonjour Isabelle. Tu nous reviens avec ta chronique sur la guerre des cultures où tu parles de ces deux cultures qui s'affrontent, une qui défend la science, les faits, l'autre qui défend l'idée que toutes les opinions se valent. Et contrairement aux chroniques précédentes, cette fois-ci, tu nous parles d'une nouvelle que tu trouves encourageante, une initiative d'une des plus puissantes villes du monde. Oui, c'est le 10 janvier, la ville de New York a annoncé qu'elle déclenchait une poursuite judiciaire contre 5 multinationales du pétrole et qu'en même temps, elle allait retirer 5 milliards de dollars de ses fonds de pension qui étaient investis dans les carburants fossiles. La poursuite judiciaire, d'abord, ça s'inscrit dans un questionnement qu'on voit émerger depuis quelques années et qui dit « Est-ce qu'il serait possible de poursuivre en justice les grands pollueurs de la même façon qu'on a jadis poursuivi en justice les compagnies de tabac? » Et je rappelle ici que partout où il y a eu de telles poursuites, les compagnies de tabac ont perdu. Et ils ont dû payer des centaines de milliards en dommages et intérêts à des gens atteints de cancer et à l'État. Avec ce qu'on sait à présent en climatologie, certains avocats disent qu'il serait possible de poursuivre de la même façon les pétrolières pour leur responsabilité dans les dégâts causés par les changements climatiques. Et il se trouve qu'il y a un autre facteur qui pourrait jouer contre les pétrolières. Il y a 2 ans, grâce à un petit média, on a découvert que dès les années 70, des compagnies pétrolières comme Exxon avaient mené des recherches sur le climat et étaient arrivées à la conclusion que plus elles enverraient des gaz à effet de serre dans l'air, plus elles mettraient à risque la planète. Ces recherches ont ensuite été balayées sous le tapis par ces compagnies et à cause de ça, des avocats disent qu'il y aurait motif pour les accuser de dissimulation d'informations. On n'en est pas rendu là, évidemment. Ces dernières années, il y a juste une poignée d'individus et de villages qui ont tenté d'amener les pétrolières devant les tribunaux. Mais avec New York maintenant, on passe dans les ligues majeures. Là où on peut voir ça comme un facteur de changement, c'est que pendant longtemps, les pressions exercées sur les pétrolières ont été plutôt symboliques. Les gouvernements ont souvent resserré les normes environnementales, mais l'impact sur les finances des compagnies a toujours été limité. Alors que des poursuites en justice qui seraient pilotées ou endossées par des gouvernements, ça change la donne.
Et c'est dans cette logique-là que s'inscrit le deuxième geste posé par New York, qu'on appelle le désinvestissement des carburants fossiles. C'est un mouvement qui a commencé en 2012. Il y a des étudiants et des profs qui se sont mis à faire pression sur leurs universités pour qu'elles retirent des industries polluantes la portion des fonds de retraite qui y était placée. L'argument étant qu'il est incohérent d'un côté de prendre position contre les gaz à effet de serre, tout en continuant de l'autre côté d'engranger des revenus grâce au pétrole. C'est que le désinvestissement est devenu un des gros succès de la décennie pour le mouvement environnemental. On est rendu aujourd'hui à près d'1 millier de villes et d'universités et il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont retiré ou sont en train de retirer plus de 5 000 milliards de dollars des carburants fossiles pour les placer ailleurs. L'organisme américain qui est derrière cette initiative s'appelle 350.org et son fondateur, l'auteur et activiste Bill McKibben, était à la conférence de presse du 10 janvier aux côtés du maire de New York. Il y a une autre activiste que tu connais peut-être, Isabelle, l'auteure canadienne Naomi Klein, qui était elle aussi à cette conférence de presse et ça lui permettait de faire un pont avec une réflexion en profondeur qu'elle avait publiée en 2014 dans son livre intitulé « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique ». Une des choses qu'elle y écrivait, c'est que la lutte contre l'extraction des carburants fossiles a fait des pas de géant ces dernières années grâce au mouvement d'opposition aux pipelines partout en Amérique du Nord. Et c'est un mouvement qui est parti de la base, du simple citoyen qui veut protéger son coin de pays. Et le désinvestissement, c'est pareil. Le simple citoyen qui fait pression sur sa ville ou son université ou son fonds de pension, l'espoir étant qu'en additionnant tout ça, on atteigne à un moment donné un seuil critique où la pétrolière ne peut plus faire abstraction de ses mouvements populaires et même ses propres actionnaires commencent à la quitter. Et plus la compagnie perdra en puissance, plus les gouvernements vont se sentir autorisés à serrer la vis en termes de réglementation. Dans tous les cas, les retombées de l'annonce de New York vont être intéressantes à suivre en 2018. Oui, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut imaginer que ça arrive ici avec Montréal? Ça commence tout doucement. Il y en était un petit peu question lors de la campagne municipale. Puis il y a Desjardins qui a commencé tout doucement à parler de désinvestissement, mais on n'est pas encore rendu là. Mais ça demande pas de plus de pression, justement, du citoyen. Donc, on va suivre tout ça. Merci beaucoup. Donc, c'était la chronique sur la guerre des cultures de Pascal Lapointe, le rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Au revoir. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro, Isabelle Burguin. À la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy, on ses résultats et avec son accent chinois, il